Donc la société se présente comme étant un contrat qui doit satisfaire un certain nombre de conditions prévues par la loi. Et on a distingué entre les conditions générales qui s'appliquent à tout type de contrat et les conditions particulières qui ne concernent a priori que le contrat de société. Et cet ensemble de conditions doit apparaître dans les statuts. Le respect doit se traduire dans les statuts. Puisque finalement, en lisant l'ensemble des articles des deux lois organisant les sociétés commerciales, à savoir les lois 1795 et la loi 596, sachant que la loi 1795, elle a été modifiée déjà 2 fois. Donc les différents articles qui concernent, qui s'attardent sur le contenu des statuts, ils sont en relation avec cet ensemble de conditions. Donc cet ensemble de conditions, c'est indispensable. On ne peut pas avoir une société sans le respect de ces conditions. Ça, c'est le côté obligatoire. Il y a une marge de manœuvre, il y a une certaine liberté. La loi reconnaît une certaine liberté aux parties pour organiser leur structure comme elles l'entendent, selon des arrangements entre associés ou actionnaires. Mais cette liberté, elle doit s'exercer, bien sûr, dans le cadre de la loi et en respectant les règles d'ordre public et de bonnes mœurs. Mais avant de se pencher sur les limites ou l'étendue de cette liberté, il y a un socle obligatoire prévu par la loi, puisqu'elle prévoit un ensemble de mentions obligatoires que doivent contenir les statuts. Donc les statuts peuvent contenir en même temps une partie de mentions pour respecter la loi et une partie où peut s'exercer la liberté des personnes en ce qui concerne différentes dispositions, en ce qui concerne leur conception de la chose qu'ils vont créer ou qu'ils ont créée, de leur manière de voir, de leurs objectifs. En créant cette société, qui commence bien sûr par la phase de négociation, comme on l'a dit, parce qu'il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de points, puisqu'on s'engage pour tout le contenu du statut. On ne peut pas s'engager juste pour une partie. Donc on est tous concernés, on est tous engagés par le contenu des statuts. Donc cet engagement qui nous concerne tous doit faire l'objet d'un accord, d'un ensemble d'accords. On ne peut pas s'engager sans être d'accord sur tous les points contenus dans les statuts. C'est pourquoi on a parlé de la phase de négociation. On négocie, on se met d'accord sur le contenu des statuts, sur le capital, sur l'objet social, sur la durée, sur la gestion et l'administration de la société. Donc il faut, au préalable, se mettre d'accord. Avant de traduire cet accord dans les statuts, il faut d'abord se mettre ensemble pour discuter de cet ensemble de points que vont contenir les statuts. C'est la première phase, elle est indispensable. Et puis après vient la deuxième phase, à savoir la rédaction des statuts. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, c'est que les points sur lesquels on s'était mis d'accord, on les traduit dans les statuts. De manière organisée, de manière claire et précise. Et on a dit que généralement, on commence par présenter les personnes concernées, les associés, les actionnaires, et puis après, il n'y a pas d'ordre préétabli, il n'y a pas d'ordre obligatoire au niveau de la loi. Mais généralement, c'est comme ça au niveau des différents modèles de statut. On commence par ça, on commence par la forme de la société, et puis l'objet social, et puis le siège, le capital, et ainsi de suite.
L'essentiel, c'est que les statuts doivent contenir l'ensemble des mentions obligatoires. L'ordre importe peu. Donc c'est la phase de la rédaction des statuts. Donc on a une première phase, à savoir la négociation, la deuxième phase, à savoir la rédaction, et puis après, ce sera la troisième phase, à savoir les formalités, les différentes formalités à accomplir. Qu'il s'agisse des formalités administratives, fiscales ou sociales. Tout cet enchaînement doit aboutir à une dernière formalité, à savoir l'inscription au registre de commerce. Parce que c'est à partir de ce moment-là que la société est née. Sans l'inscription, il n'y a pas de société. C'est l'inscription qui accorde à la société la personnalité morale. Avant l'inscription au registre de commerce, ou l'immatriculation au registre de commerce, il y a bien sûr une relation contractuelle entre les personnes concernées. Il existe, des engagements existent entre ces personnes, mais pas dans le cadre du droit des sociétés. À la limite, par après, on peut défendre le point de vue selon lequel une société de fait a déjà été créée. Donc c'est une possibilité. Mais pour éviter tous ces problèmes, il faut obligatoirement procéder à l'immatriculation, comme ça, notre affectio societatis, qui constitue une condition indispensable pour la formation de constante société, est respectée. Parce qu'avant l'immatriculation, il y a un contrat, il y a un engagement entre les personnes. Mais bien sûr qui n'est pas définitif et qui serait sujet à discussion. Après l'immatriculation, la structure est née. Elle dispose de sa propre personnalité morale. Et c'est ça notre objectif. Sinon, à quoi bon procéder à une création? On procède à la création parce que on veut avoir une personne morale qui dispose de sa propre vie, qui dispose de ses propres objectifs, qui dispose d'un ensemble de droits et d'obligations qui lui sont propres. Parce que sinon, on peut prévoir autre chose, un autre type de contrat, une autre forme de contrat. Mais si on a respecté toutes ces étapes, c'est avec un but précis, à savoir faire naître une personne morale qui est distincte des personnes qui l'ont créée, qui va avoir sa propre autonomie et indépendance. Et cette autonomie et indépendance va se traduire par le fait d'avoir un propre patrimoine, d'avoir un nom propre, d'avoir une nationalité, d'avoir une adresse, d'avoir différentes particularités qui distinguent cette structure d'autres entités. Mais la chose la plus importante à préciser, c'est que la société, en tant que structure soumise aux droits des sociétés, elle n'est née qu'après immatriculation jusqu'à. Donc l'immatriculation, c'est une étape, c'est la dernière étape en vue de la création de la structure. Ce qui ne veut pas dire qu'avant l'immatriculation, il n'y a pas de relation contractuelle, il n'y a pas d'engagement. Il y a engagement, il y a relation contractuelle qui serait soumise aux besoins, à la loi, en cas de difficulté, en cas de désaccord entre les associés, entre les parties prenantes, à la loi. Mais, à la différence de la structure autonome et indépendante,
ça restera un contrat général qui peut être soumis aux droits, des obligations et contrats. Et je dis peut-être, parce que je peux aussi dire qu'il peut être soumis aux droits des sociétés. Mais là, on serait dans l'expectative. Il n'y a pas de certitude. La certitude, on ne peut l'avoir qu'après l'immatriculation. C'est parce qu'à partir de ce moment-là, on a une nouvelle structure qui est née, qui a sa propre personne, qui dispose de sa propre personnalité morale, avec un patrimoine qui lui est propre, qui est distinct de ceux des associés aux actionnaires, avec une nationalité, qui est bien évidemment la nationalité marocaine, si le siège social est situé sur le territoire marocain, avec un siège, avec un capital et ainsi de suite. Donc c'est ça notre objectif quand on parle de la création d'une société commerciale. C'est faire naître cette personnalité morale, faire apparaître cette personnalité morale. Et à partir de ce moment-là, les relations vont se modifier. Entre les associés et cette structure, ce ne sera plus le même type de relation qu'au moment de la création. Quel serait alors quel serait ce type de relation? Si on veut se poser la question, à partir du moment où la personnalité morale est née, que deviendraient les associés dans leur relation avec cette nouvelle structure? Quel serait leur pouvoir? Quels seraient leurs droits? Qu'est-ce qui va déterminer la nature de la relation entre chaque associé ou actionnaire et la structure? C'est pas parce qu'on a été associé, c'est pas parce qu'on est actionnaire, même en étant majoritaire, même en disposant par exemple de 95% des actions, qu'on va avoir la possibilité de s'imposer comme majoritaire pour décider de tout au niveau de la gestion de la structure. Les droits des actions des associés par rapport à cette nouvelle structure sont déterminés ou bien par la loi ou bien par les statuts. Il se peut que je sois majoritaire et que j'ai 95% des actions, mais que je n'occupe aucun poste ou fonction de gestion ou d'administration de la société. Même si je suis largement majoritaire. Parce qu'il n'y a pas d'obligation légale à ce niveau. On ne vous dit pas au niveau de la loi qu'à partir du moment où vous êtes majoritaire, vous devez obligatoirement gérer, occuper un poste d'administration au sein de la structure. Je peux faire le choix d'être actionnaire, mais de ne pas m'occuper du tout de la gestion de la société. La gestion, l'administration des sociétés, ou les modes de nomination au sein des structures de gestion et d'administration, ils sont prévus par la loi. Mais en même temps, la loi n'impose pas des règles. Elle vous dit, voilà, vous pouvez faire comme ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une obligation. Si vous avez fait un autre choix, c'est bon. Et généralement, surtout dans les grandes structures, l'administration de la société, elle se fait sur la base d'arrangements entre actionnaires. On se met d'accord sur un mode de gestion et d'administration, sur les différentes fonctions à exercer au sein de la structure. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le cadre d'un contrat qui repose en premier lieu sur la volonté de participer ou de collaborer. Si on crée une structure et au départ on ne se met pas d'accord sur les modes de gestion d'administration, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Généralement, on s'organise pour discuter ou pour se mettre d'accord sur
un certain nombre d'éléments concernant l'administration, la gestion de la structure. La loi prévoit un certain nombre de règles. Il nous dit voilà comment procéder, et surtout quand il précise les modes de fonctionnement de l'Assemblée générale. Parce qu'il est vrai que si je suis majoritaire à 90%, j'ai la possibilité de m'imposer par le biais de l'Assemblée générale, puisque c'est elle qui nomme les administrateurs. Par le biais du vote, vu le nombre de voix dont je dispose, c'est possible, je peux m'imposer. Mais est-ce que ce serait dans l'intérêt de la société? Je ne sais pas. Il faut se mettre d'accord sur des modes de gestion d'administration. Généralement, on essaie de satisfaire tout le monde. En même temps, d'impliquer tout le monde et de satisfaire toutes les personnes prenantes au niveau de la formation de la structure. Le fait d'être actionnaire associé implique une nouvelle relation avec la structure née. Et cette nouvelle relation, elle se détermine ou bien par la loi, quand elle prévoit un certain nombre, en disant par exemple, voilà, à partir du moment où, je sais pas, les 3/4 des actionnaires associés peuvent faire ça et ça et ça, ou bien ça se détermine par les statuts. Si les statuts prévoient des règles de ce genre pour mieux s'organiser. Mais le fait d'être actionnaire ou associé, quel que soit le nombre d'actions, quel que soit mon poids au sein de la structure, ne veut pas forcément dire que je vais avoir main mise sur le fonctionnement de la structure. Logiquement, le poids de chaque associé ou actionnaire au niveau de la participation, au niveau de l'investissement, il se traduit également au niveau des structures. Par exemple, j'ai 40% d'actions, j'ai donc 40% des voix au sein de l'Assemblée générale, donc ces 40% doivent se traduire au niveau de la constitution du conseil d'administration. Donc, généralement, on essaie logiquement de respecter ces règles. Pour qu'il n'y ait pas de désaccord, voilà, on se met d'accord sur le fait que, par exemple, j'ai 50% au sein de l'Assemblée générale, ces 50% doivent se traduire au niveau de la constitution du conseil d'administration. Donc, ce sont des arrangements. Ce sont des règles sur lesquelles on se met d'accord pour pouvoir avancer. Donc le fait d'être actionnaire ou associé ne m'accorde pas des pouvoirs absolus au sein de la structure. Si j'ai par exemple 80%, que je ne suis pas administrateur, que je n'occupe aucune fonction au sein de la structure, je ne peux pas chaque jour passer et donner des ordres pour faire telle ou telle chose. Je n'ai pas le droit. Même si j'ai 90%. Si je n'ai aucune fonction, le seul pouvoir qui me reste, il doit, à ce moment-là, ou je peux, à ce moment-là, l'exercer par le biais de l'Assemblée générale. C'est là où on est tous automatiquement représentés. C'est là où on a tous la possibilité de faire entendre notre voix. C'est la seule instance où tous les associés, où tous les actionnaires sont obligatoirement représentés. Ça ne veut pas non plus dire qu'ils ont tous la possibilité de voter, par exemple. Parce que parfois, on peut limiter les possibilités de vote à la détention d'un minimum d'actions. Mais, de par la loi, on a tous le droit d'être présents, d'assister, de participer aux travaux, quel que soit le nombre d'actions dont on dispose. Mais au niveau de la gestion de l'administration, c'est autre chose.
Je peux avoir la majorité, 50-60% des actions, mais si je n'ai pas été nommé, par exemple, membre du conseil d'administration, ça veut dire que je ne peux pas assister aux travaux du conseil. Si je n'ai pas été nommé gérant, ça veut dire que je ne peux pas participer à la gestion de la structure. J'aurai bien sûr toujours un contrôle par le biais de l'Assemblée générale, mais au niveau des actes de gestion tels que prévus par la loi ou des actes d'administration tels que prévus par la loi, ce sont les personnes nommées au niveau des statuts ou par un acte séparé qui ont ce pouvoir, qui disposent de ce pouvoir. Donc, le fait d'être actionnaire, d'être associé, ne veut pas dire que, automatiquement, je vais m'occuper de la gestion ou de l'administration de la société. Pour revenir au point de départ, à savoir la nouvelle relation entre la société et les actionnaires ou l'actionnaire ou les associés. Cette nouvelle relation elle se traduit par un ensemble de droits et de devoirs. Quels sont les droits de l'actionnaire par rapport à la structure? Cet ensemble de droits se décline en 3. Des droits politiques, des droits patrimoniaux et des droits financiers. Donc, à partir du moment où je suis actionnaire, je dois ou je peux jouir de cet ensemble de droits dans ma relation avec la société. Pour les droits politiques, on a le droit à l'information et le droit à la participation au vote. D'accord, donc, droit à l'information, je peux avoir l'information sur la société, ou bien à titre individuel de manière directe, ou bien au moment des assemblées générales, puisque la loi oblige les administrateurs ou les gérants à informer les associés, les actionnaires, je pense 15 jours, au moins 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. Pour le droit de vote, le principe général, c'est qu'on a tous le droit de voter. Mais il y a des exceptions. Il y a des possibilités de limiter ce droit dans 2 situations. Quand est-ce qu'on peut limiter ce droit? Donc le principe général, à partir du moment où je suis actionnaire, j'ai le droit de voter. Et généralement, chaque action vaut une voix. Parfois, ce principe, ou l'exercice de ce principe, peut faire l'objet de certaines limitations. Il y a 2 situations possibles. Parfois, on peut, si on le veut, ce n'est pas obligatoire, mais la loi nous accorde la possibilité de limiter le vote à la détention d'un nombre minimum d'actions. On vous dit par exemple, d'accord, on est tous actionnaires, on va tous assister à l'Assemblée générale, mais attention, pour les personnes qui ne disposent pas de moins 5 actions, elles ne peuvent pas voter. Donc c'est une possibilité qui est prévue par la loi. On n'est pas obligé de l'exercer. On n'est pas obligé de la mettre en pratique, mais elle est prévue par la loi. Sachant que, bien sûr, avant de l'intégrer dans les statuts, il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut que toutes les personnes actionnaires soient d'accord sur la mise en place de cette limitation. La deuxième situation où le droit au vote est limité, c'est la situation de certains types d'actions. Il y a des actions qui ne donnent pas droit au vote. La détention d'actions de telle forme exclut automatiquement la personne du droit de voter.
ou de l'exercice de son droit de vote. Je donne l'exemple des actions amorties. Qu'est-ce qu'on veut dire par une action amortie? C'est une action qui a déjà été payée. Attention, on n'est pas obligé de créer plusieurs formes d'actions. On peut tous avoir des actions ordinaires. Et comme je l'ai dit la dernière fois, la création de nouvelles formes d'action répond généralement à des considérations plutôt financières. Pour nous, l'essentiel, c'est de dire que c'est prévu par la loi, c'est possible. Les actions amorties ne donnent pas droit au vote. Qu'est-ce qu'on veut dire par une action amortie? C'est une action qui a déjà été payée. Par exemple, tu as investi 56 000 dirhams pour acquérir des actions. À un certain moment, la société, tu fais une proposition. Et tu dis, voilà, si vous êtes intéressé, on vous rembourse les 50 000 dirhams. Et en échange, on va convertir vos actions en actions amorties. Donc, au niveau du registre des actions, ce ne sera plus, par exemple, des actions ordinaires, mais actions amorties. Vous récupérez votre investissement initial. La société vous paie votre investissement qui est, par exemple, de 50 000 dirhams. La conséquence de cette opération, c'est que vos actions seront des actions amorties. Et les actions amorties ne vous donnent plus droit au vote, de participer au vote. Vous avez bénéficié des autres droits, par exemple des droits financiers. De certains droits plutôt financiers, parce que vous ne bénéficiez pas non plus de tous les droits financiers. Mais en ce qui concerne le droit de vote, vous ne pouvez plus l'exercer. Vous êtes toujours actionnaire. La seule chose qui a changé, c'est que vos actions, maintenant, sont d'une autre forme. Et les actions, selon leur forme, accordent des droits qui leur sont propres et obligent à certaines obligations qui lui sont également propres, qui leur sont également propres. Donc, chaque type d'action a pour corollaire un ensemble de droits et d'obligations qui lui sont propres. Les titulaires d'actions amorties, est-ce qu'ils ont le droit de participer à l'Assemblée générale? Si, ils ont le droit. Ils ont le droit de participer, d'assister. Mais ils ne peuvent pas voter. C'est un choix aussi. La société ne peut pas vous obliger à accepter cette opération. C'est vous-même qui faites le choix parce que vous avez un intérêt quelconque à ce que vos actions soient converties. Donc là, c'est juste un exemple pour vous dire que, en principe, le droit de vote, il est accordé à toutes les personnes, sauf que parfois, on exclut les personnes qui disposent de tel ou tel type ou forme d'action. Donc, les droits politiques concernent deux choses, le droit à l'information et le droit au vote. Deuxième type de droits sont les droits financiers. Qu'est-ce qu'on a au niveau des droits financiers? Aux bénéfices, aux réserves et aux bons de liquidation. Tout actionnaire a automatiquement droit aux bénéfices. On investit pour avoir notre part des bénéfices. Et si on ne fait pas du social, c'est un investissement. Je prends un risque, parce qu'il peut y avoir des pertes aussi. Et si je prends un risque, ça veut dire qu'en contrepartie, j'ai le droit de percevoir ma part des bénéfices. Le principe, c'est
que les bénéfices sont répartis de manière proportionnelle selon la participation de chacun. Là, c'est la règle de base. Donc, c'est la règle de base. Mais parfois, il se peut qu'il y ait des situations où certaines personnes sont exclues des bénéfices ou peuvent avoir des parts de bénéfices supérieures. Il y a des personnes qui bénéficient de privilèges, des privilèges qui vont s'effectuer sur les premiers bénéfices, les premiers dividendes. Et puis, il y a des actions qui nous donnent droit à bénéfice. Donc, le principe, c'est que tout actionnaire a droit à sa part des bénéfices, calculée proportionnellement à sa participation, mais dans les deux sens. Il se peut qu'il y ait des personnes qui perçoivent plus de bénéfices, comme il se peut qu'il y ait des personnes qui ne perçoivent rien des bénéfices. Donc, on a deux situations. Principe de base, personnes qui peuvent avoir plus ou personnes qui ne peuvent pas avoir leur part des bénéfices. Sachant que les bénéfices ne sont pas répartis chaque année, ne sont pas automatiquement répartis à la fin de chaque exercice. Parce qu'il faut d'abord une décision de l'Assemblée générale. C'est elle qui décide de la répartition ou non des bénéfices. Parfois, l'Assemblée générale peut décider de l'utilisation des bénéfices pour tel ou tel investissement, par exemple. Donc, pour certains exercices, il se peut qu'il n'y ait pas de répartition des bénéfices. Et on a dit la dernière fois que la première condition exigée, c'est la réalisation des bénéfices. Il doit y avoir des bénéfices effectifs. Deuxième droit financier, c'est le droit aux réserves. Chaque actionnaire, dans la situation normale, a droit à une part des réserves. On a quoi? On a trois types de réserves. Légale, celle qui est prévue par la loi. Donc celle-ci, on ne peut pas l'éviter. La réserve légale, elle est prévue par la loi, elle est obligatoire. Et puis on a la réserve statutaire. C'est une réserve qui est prévue par les statuts. Elle n'est pas obligatoire. Elle devient obligatoire à partir du moment où on la prévoit dans les statuts. D'accord? Donc, si on ne la prévoit pas, il n'y a pas de problème. La loi ne nous oblige pas. Ne nous oblige pas à constituer une réserve statutaire. Mais si jamais on fait le choix de la constituer et qu'on la prévoit dans les statuts, à ce moment-là, elle devient obligatoire. Et puis, on a la réserve facultative, celle qui peut être décidée par l'Assemblée générale à n'importe quel moment pour des raisons stratégiques, pour des objectifs qui lui sont propres, peu importe les raisons, mais elle est prévue, c'est une possibilité. Donc, tout actionnaire à sa part peut avoir sa part de réserve. À partir du moment où j'ai la qualité d'actionnaire, si jamais on veut, par exemple, on avait une réserve facultative, mais on veut la supprimer. Donc l'argent qui a été mis dans la réserve facultative, il faut le distribuer. Il est également distribué de manière proportionnelle selon la participation de chacun. Et puis notre troisième droit financier, c'est le droit au boni de liquidation. Là, on dit là. C'est quoi le boni de liquidation? Il est constitué du patrimoine de la société, que ce soit des immeubles ou bien meubles, peu importe. Et
qui doit en principe être distribué au moment de la disparition pour n'importe quelle raison de la structure. Donc si la structure est dissoute, par exemple, ou si elle disparaît pour n'importe quelle raison, tout ce patrimoine-là doit être distribué. Et là aussi, c'est proportionnel en fonction de la participation de chacun. Sachant que cette participation, en fait, elle donne droit à quoi? À des actions ou des parts sociales. Quand je participe, qu'est-ce que je perçois en échange, en contrepartie? Des actions ou des parts sociales selon la forme de la société. Et qui décide du nombre de parts sociales ou d'actions que je vais percevoir? Par exemple, tu participes avec 20 000 dirhams. On te dit, voilà, pour les 20 000 dirhams, tu vas percevoir 100 actions. Comment est-ce qu'on calcule ce 100 actions? Voilà, ça dépend de deux éléments, le montant de la participation et la valeur de l'action qu'on a décidé. D'accord? Donc, c'est le montant de la participation divisé par le prix de l'action tel qu'il a été décidé au départ. Et puis, il nous reste en dernier lieu un droit patrimonial qui est intéressant, qui concerne la cession des actions. Là aussi, il y a des règles qui sont prévues par la loi. Si vous lisez par exemple la loi 596 concernant les autres formes de société, vous allez avoir des règles précises concernant la cession des parts sociales. Pour la SARL par exemple, pour la SNC, il y a des règles prévues par la loi qui vous disent, écoutez, vous voulez céder à un associé, voilà la règle applicable. Vous voulez céder à un parent jusqu'au deuxième degré, voilà la règle applicable. Vous voulez céder à une tierce personne, voilà la règle applicable. En ce qui concerne les sociétés anonymes, le principe, c'est de dire que la cession est libre. Elle est un peu la partie cachée du fait que la participation est libre. Personne ne m'oblige à participer. Personne ne m'oblige à intégrer une société. Et quand j'intègre une société, je perçois des actions. Ces actions, c'est mon bien propre. C'est mon argent, en fait. Et le principe, c'est qu'on a tous le droit de disposer de nos biens comme on veut. On les vend, on les donne, on les... je sais pas, peu importe. Bah, c'est la même chose ici. Les actions, c'est mon patrimoine, c'est mon argent. Donc le principe, c'est de dire que la cession, elle est libre. Toute personne peut céder son argent comme elle l'entend. Seulement ici, il y a juste un petit souci. Parce qu'il ne faut pas oublier que la structure, au sein de la structure, on est tous engagés sur un pied d'égalité, de la même façon. On nous applique les mêmes règles. Donc si toi, quelque chose te touche, ça veut dire qu'elle va avoir des conséquences ça peut avoir des conséquences sur toute la structure. Si par exemple tu cèdes tes actions à n'importe qui ou à une personne qui n'était pas parmi nous au départ et qu'elle ne perçoit pas la structure ou le fait de s'associer avec le même esprit, avec les mêmes objectifs, ça risque de porter atteinte aux intérêts de la société ou à tout le moins au bon fonctionnement de la structure.
Au départ, on s'est mis d'accord, on se connaît bien, on a des affinités, l'affection sociétatis est là, on veut tous avancer, on veut tous créer quelque chose. Mais imaginez que 2, 3 ou 4 personnes décident de vendre leur action à des personnes qu'on ne connaît pas. On ne peut pas dire que ce sera préjudiciable, ce sera forcément préjudiciable pour la société, mais ça peut être le cas. Pour éviter cette situation, on peut prévoir des clauses dans les statuts. Des clauses qui limitent cette liberté. Sachant, comme je l'ai dit, que le principe, c'est la liberté de cession. C'est ça, c'est le principe général. Ça veut dire que ce principe, il sera respecté si jamais on n'a rien prévu dans les statuts. Pour limiter cette liberté, des clauses peuvent être insérées dans les statuts. Et ce sont des clauses prévues par la loi, mais qui ne peuvent s'appliquer que si on les a intégrées dans les statuts. La loi nous dit, voilà, il y a cette possibilité. Vous les intégrez, c'est bon, vous les appliquez. Vous ne les intégrez pas, ça veut dire que implicitement, vous n'en avez pas besoin en quelque sorte. Première clause, c'est la clause d'agrément. C'est quoi la clause d'agrément? C'est une clause qui oblige la personne à demander l'autorisation de la société avant de céder ses actions. La procédure est également prévue par la loi 1795. Les modalités sont prévues. Il faut les respecter. Je veux vendre. La société ne peut pas me retenir indéfiniment. Parce que là aussi, il faut aussi prendre en considération les intérêts de la personne. On ne peut pas vous dire, écoutez, vous êtes avec nous pour la vie. Donc ici, par le biais de cette clause, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé en quelque sorte de prémunir la société et en même temps de respecter les intérêts de la personne de l'actionnaire. Un peu le juste milieu. Si tu veux vendre, bien sûr, on ne peut pas t'obliger à rester. C'est ton droit. Mais, en tant qu'actionnaire, on veut avoir un droit de regard. Ce droit de regard, on va l'avoir par l'insertion de la clause d'agrément. Quel est, de manière générale, l'esprit de la clause ou le fondement de la clause? C'est de dire tout simplement, tu veux vendre, tu dois demander l'autorisation de la société. Par écrit, voilà, je veux céder mes actions. Dans ce cas, la société, ou bien elle accepte, ou bien elle refuse. Il y a des délais, bien sûr, qui sont prévus par la loi, qu'il va falloir respecter. Mais en tout cas, la société a le choix, ou bien elle va dire, OK, il n'y a pas de problème, vous pouvez céder vos actions comme vous voulez. Ou bien elle va dire non. Mais dans ce cas, elle ne peut pas dire non, tu ne peux pas céder tes actions, et ça s'arrête là, tu restes. Là, la société va devoir assumer ses responsabilités. Non, tu ne peux pas vendre, mais dans ce cas, a priori, elle va devoir se porter adjudicataire des actions. Non, tu ne peux pas vendre, mais attention, telle personne va acheter. Ou bien, en fin de parcours, s'il n'y a personne qui va acheter, la société elle-même va devoir acheter les actions de la personne. Ce qui va bien sûr avoir des conséquences sur le capital. Mais en tout cas, c'est prévu par la loi. La société peut désigner des personnes qui vont acheter ou bien se porter elle-même acquéreur, adjudicataire des actions de l'actionnaire partant.
L'apport en industrie, il n'intègre pas le capital de la société. Et d'ailleurs, il est interdit quand on parle de société anonyme, carrément. Donc, c'est la première possibilité, c'est la clause d'agrément, qui permet de protéger, ou qui a un objectif principal, à savoir la protection de la société. Et puis, on a deux autres clauses qui peuvent être insérées. La clause de rachat forcé et la clause de préférence. Et ce sont deux clauses qui vont dans le même sens. Toujours accorder à la société un droit de regard sur, en fait, ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut sur l'utilisation de nos actions ou sur notre situation au sein de la structure. Pour, par exemple, la clause de rachat forcé, c'est une clause qui oblige l'actionnaire ou bien à vendre ses actions dans la société elle-même, par exemple, ou bien dans une autre société. Et là, ça concerne surtout une situation où on peut déceler des cas de conflit d'intérêts. Je suis en même temps actionnaire ici, je suis actionnaire dans une société concurrente, il y a un conflit d'intérêts, la société peut intervenir, vous dites, écoutez, ou bien vous restez avec nous, ou bien vous restez dans notre société. D'accord? Donc, ce sont toutes des clauses qui ont pour objectif principal l'intérêt de la société, la sauvegarde de l'intérêt de la société. Il faut prémunir la société de tout acte qui peut lui porter préjudice. Voilà de manière générale ce qu'il en est de la relation entre l'actionnaire, par exemple, ou l'associé et la société. Et ce sont généralement des relations organisées par la loi. Ce sont des relations régies par un certain nombre de dispositions qui précisent quel type de relation peut avoir l'actionnaire ou l'associé avec la société, qu'il soit administrateur ou gérant ou non. La loi, elle va un peu plus en détail quand il s'agit des administrateurs ou des gérants, des directeurs généraux, par exemple. Mais ça n'empêche que, même pour les actionnaires et les associés, il y a un certain nombre de règles qui précisent la nature de la relation entre l'actionnaire et la société. Voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui.